bonsoir. Gérard Depardieu espérait un Oscar à Hollywood. Il ne l'a pas obtenu, mais il s'est comporté comme Cyrano. Il a fait preuve d'un grand fair-play et a salué la performance de Kevin Costner, qui a reçu 7 Oscars pour son film Danse avec les loups. Il s'agit d'une œuvre qui raconte l'histoire des premiers habitants de l'Amérique, les Indiens. Qui sait si Hollywood n'a pas voulu se racheter en réhabilitant ceux qui ont toujours été dépeints comme les méchants, les peaux rouges. Michel Vial. Chronique d'un triomphe annoncé, en raflant 7 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur metteur en scène, du meilleur montage et de la meilleure photo. Le superbe film joué, réalisé et produit par Kevin Costner, Danse avec les loups, a sans doute définitivement réconcilié les Américains avec un passé peu glorieux, celui de la conquête de l'Ouest. Cette histoire généreuse d'un lieutenant pacifiste adopté par les Sioux, qui offre un regard à la fois humaniste et anticonformiste sur le Far West, n'avait en effet rencontré que scepticisme du côté des producteurs d'Hollywood. D'où l'émotion mêlée du sentiment de revanche exprimé cette nuit par Kevin Costner. « Mes frères et mes sœurs d'Amérique n'oublieront jamais ce qui s'est passé ce soir », a-t-il déclaré. La déception par contre était grande chez les Français, non pas tant pour l'Oscar du meilleur acteur attribué finalement à Jeremy Irons pour le Mystère von Bülow, que pour l'Oscar du meilleur film étranger, décerné contre toute attente au film suisse Voyage vers l'espoir de Xavier Koller. Reste qu'avec 5 nominations, une première dans l'histoire des Oscars pour un film français, et malgré une polémique un peu stérile contre Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac, qui a reçu l'Oscar des meilleurs costumes, peut se vanter d'avoir gagné une notoriété mondiale. Les effets de la guerre du Golfe commencent à se faire sentir en France. Le chômage a brusquement et fortement augmenté en février. 45 200 demandeurs d'emploi supplémentaires. Les résultats n'avaient pas été aussi mauvais depuis 1987. Plusieurs raisons à cette crise de l'emploi, la guerre du Golfe donc, mais aussi une mauvaise conjoncture économique dans certains secteurs clés. Martine Thiebaud. Les secteurs en difficulté, on les connaît à peu près. L'automobile, phare de l'économie française. Renault annonce aujourd'hui une chute de 87% de ses bénéfices. Secteur automobile qui, pour ne pas licencier, a lancé des vagues de chômage partiel. Autre secteur qui bat de l'aile, l'informatique. Pour Bull, plusieurs milliards de pertes en 90 seront annoncées demain. Des pertes consécutives à une concurrence japonaise et américaine acharnée. Quant à l'aéronautique, c'est une guerre des tarifs sans merci pour tenter de remonter la pente. Le chômage en février est catastrophique. 45 000 personnes n'ont pas trouvé de travail. Le taux est repassé à 9,2%, un très mauvais chiffre. 3 années d'amélioration de l'emploi sont maintenant balayées. Il faut en effet remonter à décembre 87 pour retrouver 2 587 000 chômeurs. Principale raison de cette fièvre, le déclenchement de la guerre du Golfe. Les entreprises ont gelé toutes les embauches. Un point positif toutefois, il n'y a pas eu de licenciement massif des salariés en place. Reste qu'avec le ralentissement économique, les entreprises traversent actuellement une zone de turbulence et qu'il faudra beaucoup de temps à l'économie française pour effacer un mois de février sinistré. Cette augmentation du chômage va alimenter la campagne que le Parti communiste, plutôt discret ces derniers temps, a décidé de lancer. Elle porte naturellement sur le thème de l'emploi. C'était l'objet de la conférence de presse donnée aujourd'hui place du colonel Fabien par Georges Marchais, les principaux dirigeants du parti. Les communistes qui font cavalier seul sur de nombreux dossiers tiennent d'ailleurs à se distinguer des organisations d'étudiants. Ils refusent d'avaliser un plan social pour étudiants que ces organisations ont mis au point avec le ministère de l'Éducation. Avec 5,5 milliards de francs, le gouvernement veut tenter d'assurer l'égalité des chances aux étudiants des familles modestes. Concrètement, pour 91, le nombre et le montant des bourses d'études vont augmenter et les prêts vont être facilités. Explication de Marie-Christine Pierre. Pascal, 20 ans, étudiant en histoire, bénéficie d'une bourse annuelle de 16 500 francs. Avec le plan social, il aura 700 francs par an en plus, juste de quoi maintenir son pouvoir d'achat. C'est une autre mesure du plan qui l'intéresse davantage. Au lieu de toucher cette bourse en 3 fois, sur le premier coupon en décembre, un en mars et un autre en juin, là je vais pouvoir bénéficier de ma bourse en 10 fois, c'est-à-dire un coupon tous les mois. En plus de ces 2 innovations, la mensualisation et l'augmentation des bourses, le plan contient un 3e objectif, un nombre plus élevé de boursiers. Aujourd'hui, un étudiant sur 6 bénéficie d'une bourse. En 95, un étudiant sur 4 devrait être boursier.
L'autre réforme importante concerne les prêts. Dès la rentrée prochaine, l'État se portera garant à 50% pour les prêts accordés aux étudiants par les banques. Enfin, parmi les autres mesures, l'État devrait construire 30 000 nouveaux logements pour les étudiants d'ici 1995. Des réductions sont également prévues pour les transports et les restaurants. Ce plan a été signé aujourd'hui par 4 des 5 organisations d'étudiants. Celle-ci souligne surtout la nouveauté de la démarche. Pour la première fois, un gouvernement a choisi de négocier, de discuter un plan social avec les étudiants. Il y a maintenant 1 an et demi qu'on le négocie, point par point, et on va arriver aujourd'hui à la signature d'un relevé de conclusion. Je crois que c'est très bien parce que le gouvernement prend en compte la voix et l'avis des étudiants. Demain, le plan sera communiqué au Conseil des ministres. Les mesures devraient entrer en vigueur dès la prochaine rentrée. Coup d'État au Mali, le président Moussa Traoré a été arrêté. Les militaires ont pris le pouvoir, mais ils promettent la démocratie. Dès ce matin, les militaires ont en effet pris contact avec l'opposition. Ils sont favorables à la création d'un gouvernement de transition. Mais la population malienne est encore sous le choc de 4 jours d'émeutes sanglantes. Correspondance de l'AFP à Bamako, François-Xavier Arispe. Mort entre hier soir et ce matin, plus de 200 blessés. L'arrestation de Moussa Traoré et de son épouse hier soir, alors qu'ils s'apprêtaient à fuir du pays, n'a pas ramené le calme à Bamako. Toute la nuit et toute la matinée, les pillards ont continué leur sale besogne, pillant, incendiant. D'autres ont préféré se faire justice eux-mêmes et l'on déplore plusieurs morts parmi les officiels de l'ancien régime, dont le ministre de l'Éducation nationale, M. Bakary Traoré. Oumar Mariko, secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants, a appelé en début d'après-midi sur les ondes de la radio nationale à l'arrêt des pillages. Ce leader étudiant est sans doute le seul à faire preuve de suffisamment d'autorité chez les jeunes pour y parvenir. Sur le plan politique, rien n'est encore décidé. Militaires au pouvoir, civils seuls, nul ne sait comment se présentera le nouveau Mali. Une chose cependant est sûre, l'avenir sera démocratique et multipartite, jurent tous ceux que j'ai rencontrés. Bamako, François-Xavier Arispe, AFP Audio. D'autres chefs d'État africains devraient méditer le sort réservé à Moussa Traoré, qui n'a pas voulu croire à cette forte aspiration du peuple malien à la démocratie et qui a refusé de l'exaucer jusqu'au bout, jusqu'à sa perte. Du coup, l'opposition commence à croire à l'éclaircie, même avec des militaires au pouvoir. Pour eux, en effet, le simple départ de Moussa Traoré est une victoire. Ils sont plutôt optimistes sur les intentions des militaires. Écoutez la réaction de Diarra Bassirou, un opposant malien réfugié en France. Qu'on ait pu enfin se débarrasser de ce sanguinaire, c'est un sentiment de soulagement. Depuis 2 heures du matin, les gens sont descendus, les Bamakois sont descendus dans les rues pour dire Abba Moussa. Il y a un éclatement de joie considérable dans toute la capitale malienne. Est-ce que vous connaissez un peu la personnalité de ce colonel Amadou Toumani Touré, qui a pris la tête du Conseil national de la réconciliation? Personnellement, je ne le connais pas, mais depuis hier, selon les indications que j'ai eues sur ce militaire, c'est qu'il serait un homme de carrière dans l'armée, effacé, et qui n'a pas accepté le massacre perpétré par Moussa Traoré contre le peuple malien. Notre invité, écoutez attentivement ce témoignage, il s'agit de Pierre Marion. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous avons invité dans le 19-20 pour votre dernier livre, La Mission Impossible, publié par Kalman Levy. Vous êtes, je le rappelle aux téléspectateurs, l'ancien chef des services secrets en France. À votre avis, la France, au Mali, par exemple, s'est-elle contentée d'être un simple observateur ou plus? Je crois que le gouvernement français a effectivement pris des initiatives récemment pour provoquer un début de démocratisation dans certains pays d'Afrique. La France peut jouer un rôle important en Afrique sur ce plan-là. On peut simplement regretter qu'elle ne l'ait pas fait plus tôt. Donc les services secrets restent à votre avis très actifs en Afrique? Ils sont un des éléments de l'action intensive de la France en Afrique. Vous restez avec nous. Réunion aujourd'hui au Luxembourg des ministres des Affaires étrangères de la CEE au centre des discussions. Une difficile question, l'absence de l'Europe pendant la crise du Golfe. Reportage de notre rédaction européenne sur place, Jean-Marie Belin. La discrétion s'impose quand on parle de défense et de sécurité. Ils ne seront pas dérangés ici à Zenningen, les chefs de la diplomatie européenne. Réunion et dîner de travail pour répondre à une seule question, la même depuis des mois. Pourquoi l'Europe a-t-elle été si absente lors de la guerre du Golfe? Cette réunion permettra de confirmer que les 12 sont bien d'accord pour qu'il y ait enfin un minimum de politique de sécurité et aussi en matière de désarmement. Reste à savoir comment on va y arriver et c'est là que les divergences commencent. Cette réunion doit gommer
gommer les écarts, notamment entre la France et la Grande-Bretagne. En fait, cette réunion a surtout un intérêt principal, c'est de déblayer le terrain avant la réunion des chefs d'État et de gouvernement, ici même à Luxembourg, le 8 avril, où ils voudront certainement afficher un minimum de volonté commune en matière de défense et de sécurité. Les relations entre l'Irak et l'Iran se dégradent à nouveau. Bagdad accuse Téhéran, qui s'en défend, de soutenir très activement la rébellion. Cette attitude de Saddam Hussein montre qu'il est aux abois face à l'offensive des Kurdes notamment. La Maison-Blanche l'a en effet confirmé ce matin. La ville de Kirkouk est aux mains des rebelles kurdes, mais Saddam Hussein ne veut pas laisser les opposants s'emparer de cette ville clé. Les bombardements et les tirs d'artillerie auraient en effet repris sur la ville, faisant de nombreuses victimes, notamment des civils. Memona Interman. Ce sont des Kurdes qui font le V de la victoire sur un char pris aux Irakiens. Voici la preuve de la libération de grands points stratégiques comme Kirkouk au nord de l'Irak. Kirkouk est situé en pleine zone pétrolière. Le quart des exportations de pétrole irakien vient d'ici. Cette victoire est aussi un défi pour les Kurdes eux-mêmes. Il s'agit maintenant d'empêcher l'armée de Saddam Hussein de reconquérir cette citadelle. Jusqu'à présent, les troupes officielles ont dû surtout se battre contre la rébellion dans le sud de l'Irak, mais il est peu certain que Saddam Hussein lâche du lest pour longtemps au Kurdistan. La population civile sait que les batailles à venir risquent d'être très meurtrières. Les gens fuient vers l'Iran. Ces jours-ci, d'après des porte-paroles kurdes, l'Irak a à nouveau utilisé des bombes au napalm et au phosphore, ainsi que des gaz poison. Autre exemple, Douk, dans le nord-est, à la frontière avec la Turquie, une autre ville kurde libérée. Ici, comme à Kirkouk, il est très difficile de vérifier les informations concernant les bombardements aériens. Des bombardements qui auraient causé des pertes énormes. Les Kurdes demandent aux États-Unis d'intervenir contre l'Irak, qui n'a pas le droit d'utiliser son aviation en vertu des accords de cessez-le-feu. On peut constater en tout cas que les maquisards kurdes semblent avoir utilisé tous leurs moyens pour faire fuir l'ennemi irakien. L'armement abandonné sur place le montre. À votre avis, Pierre Marion, les Occidentaux sont-ils bien informés sur ce qui se passe en ce moment même en Irak? Ils peuvent l'être. Je crois que de façon générale, on peut dire que la situation en Irak, avant 89 et le développement de la guerre montre certaines défaillances dans le renseignement, mais il existe des moyens de renseignement et je crois qu'il faut les utiliser à fond. Alors je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent en cours de journal, que vous êtes l'ancien chef des services secrets français de juin 81 à novembre 82 et que vous avez écrit un nouveau livre, La Mission Impossible. Pourquoi impossible? Elle a été impossible parce qu'il fallait à cette époque-là un très fort soutien de l'État et en particulier du président de la République pour mener à son terme une remise en état des services secrets. C'était d'ailleurs ce qu'il m'avait demandé lorsqu'il m'a reçu en juin 81 et ce soutien m'a pas été accordé avec toute l'efficacité, toute la force nécessaire, ce qui fait que je n'ai pas pu remplir ma mission jusqu'au bout. Précisément, ce livre est quelquefois perçu par ceux qui connaissent bien les services secrets, mais aussi la politique, comme une sorte de règlement de compte avec le chef de l'État et ses collaborateurs. Oui, je sais, j'ai lu quelque chose là-dessus. Non, j'ai voulu faire un livre de témoignages qui m'a amené effectivement à apporter certains éclairages sur des comportements politiques ou sur des hommes politiques. Il était difficile que je fasse autrement, si vous voulez, pour éclairer la scène. Mais je n'avais pas du tout à l'esprit quelque règlement de compte que ce soit. On est sidéré par vos révélations. Vous affirmez vous-même être considéré, enfin en tout début, comme une sorte d'Iroquois au milieu d'un monde que vous connaissiez mal. Vous ne connaissiez pas du tout le monde de l'espionnage? Non, je ne connaissais pas du tout le monde politique, d'abord. C'était en ce sens que les socialistes pouvaient me considérer comme un Iroquois. Mais votre question est pertinente, parce qu'assez curieusement, quand on a fait appel à moi en juin 81, je n'avais pas connaissance du tout du fonctionnement et des problèmes de services secrets. Il faut dire que vous êtes aussi sévère avec la classe politique. En France, on se méfie des espions. C'est un métier qui n'est pas très, j'allais dire, honorable. C'est, si vous voulez, la thèse principale de mon livre, et c'est pour ça que je l'ai écrit. J'ai constaté qu'en France, les services secrets et les espions, comme vous dites, sont mal vus par le pouvoir, sont souvent tournés en dérision par l'opinion publique, sont quelquefois ignorés par les médias et par les organes d'information, et je crois qu'au contraire, il faut qu'on fasse un effort important pour porter à la connaissance des citoyens ce que sont les services secrets, ce que sont leurs missions et ce qu'ils peuvent accomplir. Et Pierre Jox le reconnaît, le renseignement a fait défaut juste avant la guerre du Golfe. Je parle du côté français.
Oui, oui. Je crois que c'est vrai d'ailleurs du côté français, mais c'est vrai également du côté américain. Également. Il y a eu moins de défaillances du côté américain, si vous voulez, parce qu'ils ont des moyens considérables, en particulier les satellites qui ont donné des indications relativement précises sur des positions de troupes irakiennes et sur des objectifs de bombardement. Mais sur, par exemple, les intentions de Saddam Hussein, tout le monde s'est plus ou moins trompé. Donc il y a un paramètre humain qui est ignoré. Et qui est incontournable. Quand on parle de faire du renseignement à partir de moyens comme les satellites, c'est bien, mais ça ne remplace pas du tout la recherche de renseignement pour les voies humaines, en particulier pour rechercher les intentions des dirigeants. Vous avez gardé des contacts avec les membres du service secret, des services secrets? Non, en général, on est très discret sur ce plan-là quand on a quitté ses fonctions. Alors une question peut-être d'actualité, mais de grave actualité. La crainte qu'on a éprouvée à propos du terrorisme, à votre avis, aujourd'hui est-elle fondée ou cette crainte ne l'est pas aujourd'hui? Je vais répondre en deux parties. Je crois que les pays occidentaux et les pays de la coalition ont évité le terrorisme par une stratégie de neutralisation de la Syrie et de neutralisation des réseaux de soutien des terroristes dans les pays cibles, comme nous l'avions fait en 82. Il y a là, si vous voulez, une répétition tout à fait remarquable et les résultats ont été tout à fait à la hauteur. Alors, je crois que pour l'instant, le terrorisme est neutralisé parce qu'il s'est provisoirement neutralisé par ce qui s'est passé au Proche-Orient dans les derniers mois, mais il ne faut pas s'endormir du tout là-dessus. Je crois que le terrorisme reste une menace pour les pays avancés et pour les démocraties. Il faut que les démocraties se maintiennent à un état d'alerte maximale vis-à-vis du terrorisme et maintiennent à l'État tous les moyens de lutte. Merci Pierre Marion. Je rappelle le titre de votre livre, La mission impossible, à la tête des services secrets, chez Kalman Levy. Peut-on se marier en France quand on est étranger et en situation irrégulière, autrement dit sans permis de séjour? La question n'est pas seulement théorique, elle se pose dans une commune qui a déjà fait parler d'elle. Charvieux-Chavagneux, le maire a en effet refusé d'effectuer un mariage de ce type. Légalement, il est dans son temps, il n'a en effet pas le droit de s'opposer à un mariage, même si l'un des conjoints est en France de manière irrégulière. Un problème juridique qui s'est déjà posé ces derniers temps. Précision d'Alain Chabot. Cette jeune femme est déçue. Française d'origine algérienne, elle devait se marier vendredi avec Hafed Bouadjila, un Tunisien sans titre de séjour. Mais le maire de la commune, déjà connu pour avoir fait détruire en août dernier un local de prière musulman, n'est pas d'accord. Il demande l'expulsion du fiancé. Il me semblerait tout à fait anormal qu'un élu local, bien que conseiller général, mais qu'un élu local ait à décider ou non de la régularisation d'un étranger, parce qu'il faut bien comprendre que ce mariage équivaudrait pour lui à la régularisation de sa situation. Seulement voilà, une affaire similaire s'est déroulée tout récemment à Anglier dans la Vienne. Le maire de cette commune refusait, toujours pour les mêmes raisons, de marier une jeune femme à son fiancé, un Égyptien. Mais le tribunal de Poitiers a finalement ordonné la cérémonie. Il faut dire que la loi est claire. Il n'appartient pas au maire de se prononcer sur cette question. D'ailleurs, même marié, un étranger en situation irrégulière n'échappe pas à d'éventuelles poursuites. Eh bien, étant marié, il risque deux choses. La première, c'est d'être déféré devant un tribunal correctionnel qui va prononcer contre lui une peine d'emprisonnement ou d'amende, ou les deux à la fois. Et en second lieu, il risque de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui sera prise par le représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire le préfet. Résultat, le maire de Charvieux-Chavagneux doit donc légalement prononcer la cérémonie, même si pour lui, mariage et droit de séjour ne font pas bon ménage. L'évolution de la science et des mœurs en France est telle que des problèmes très délicats se posent de plus en plus souvent. Une veuve réclamait le sperme congelé de son mari, mort du sida, mais le tribunal n'a pas accédé à sa demande. Le jugement est en effet très clair. Le tribunal de Toulouse a rejeté aujourd'hui la demande de Claire Gallon, un jugement qui pourrait faire jurisprudence dans de telles affaires. Rappel des faits de Toulouse, Hélène Erlingsen. Le tribunal de grande instance de Toulouse a répondu non cet après-midi à cette jeune femme, Claire Gallon, qui souhaitait être inséminée par le sperme de son mari, décédé du sida en juillet 89. Un non ferme, s'appuyant sur l'accord que son mari, Michel Gallon, avait signé en 85 avec le CECOS, Centre d'études et de conservation du sperme, à savoir que ces paillettes ne pourraient être utilisées que de son vivant. Dans cette affaire, les magistrats ont eu deux questions à se poser. La première concerne la restitution du sperme d'un homme décédé. La seconde, sur les risques de contamination que cela peut engendrer sur une femme et peut-être un enfant à naître. On ne sait pas comment cela a pu se produire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un doute et que dans le doute, comme cela est la règle en médecine, on doit s'abstenir. Ce procès met surtout en évidence un immense vide juridique en France. Les CECOS existent depuis plus de 15 ans et cela fait plus de 15 ans que médecins, magistrats et politiques se regardent et s'interrogent. Il ne faut pas de grandes lois
mais il faut des points de repère qui permettent aux médecins d'agir, non pas sans filet comme on le fait jusqu'ici, avec des responsabilités qui parfois nous dépassent et qu'on appelle pouvoir médical à tort d'ailleurs, mais nous devons être aidés dans cette démarche. Claire Gallon va très certainement faire appel à ce jugement. Elle a 3 mois pour le demander. Sinon, passé ce délai, sur l'ordre du tribunal, les paillettes congelées de son mari seront détruites par le sécosse. Hervé Dino résume les autres événements du jour. La gendarmerie mène l'enquête à la cité universitaire d'Amiens où une étudiante a été tuée hier soir. On a retrouvé son corps devant sa chambre dans un couloir. La jeune fille a été tuée de plusieurs coups de couteau à la gorge. Léopold Ritondal, le maire de Hyères dans le Var, a été agressé ce matin à coups de batte de baseball alors qu'il sortait de son domicile. Les 2 hommes masqués qui l'ont attaqué se sont ensuite enfuis à bord d'une voiture volée la veille à Marseille. Léopold Ritondal, âgé de 70 ans, a été hospitalisé. Il souffre de traumatismes multiples. Rebondissement dans l'affaire de la disparition du petit Jonathan. La gardienne de l'enfant ainsi que son compagnon ont été placés en garde à vue par le juge d'instruction. La nourrice de l'enfant affirme depuis vendredi que Jonathan a été enlevé dans le centre-ville de Mulhouse après qu'elle l'ait abandonné quelques instants pour effectuer des achats dans un magasin. Les Girondins de Bordeaux étaient au sommet il y a 1 an à peine. Ils sont aujourd'hui terrassés par de mauvais résultats sportifs et financiers. Résultats qui ont conduit le président à démissionner. La mise en liquidation judiciaire du club pourrait intervenir dans les prochains jours. Et les Marinés Blancs ont entamé depuis plusieurs mois une descente aux enfers dont ils ne voient pas le fond. Rémi Goudicelli. Image de fête dans les gradins du parc Lescure à Bordeaux. Silence glacial au centre d'entraînement du Haillan ce matin après la démission de Jean-Pierre Derose. La fête, c'était pour l'aventure européenne. Demi-finale contre la Juventus de Platini en 85. Demi-finale encore en Coupe des Coupes, cette fois contre Leipzig l'année suivante. Et puis la lente déchéance d'une présidence à partir du mois d'août de l'année dernière. Claude Bèze cède peu à peu sous les coups de boutoir de la justice avant de démissionner le 26 novembre en laissant derrière lui un déficit record de 242 millions de francs. Pour sauver ce qu'il croit encore pouvoir sauver, Jacques Chaban-Delmas tente l'intermède Alain Afflelou. Peine perdue, le trou financier effraie les plus téméraires, à l'exception toutefois de Jean-Pierre Derose, souvent annoncé, enfin intronisé début février. Derose arrive, mais les vrais faux dossiers aussi, et de la bien lointaine Chemical Bank of New York aux sociétés étrangement discrètes comme JP Consultant, les 200 millions de francs promis n'arrivent jamais au Crédit Lyonnais de Bordeaux. Hier soir, Jean-Pierre Derose jette l'éponge avant que la justice ne le fasse pour lui. C'est l'heure des dernières justifications. Si par hasard j'avais donné de l'argent au club des Girondins de Bordeaux, aujourd'hui on chercherait à savoir qui était derrière et on dirait que ça pourrait être l'argent de Saddam Hussein ou que l'argent de la société soit panaméenne. Mais ceci dit, je crois qu'il y a de très grosses sociétés en France qui ont au moins des actions à 20 ou 30% avec de l'argent qui est au Panama. Alors je ne vois pas où est le problème. Le problème était de sauver un club extraordinaire. Désormais 17e au classement, les Bordelais savent que leur avenir peut s'écrire très vite au palais de justice avec une liquidation judiciaire du club. Au mieux, quelques joueurs resteront et si l'équipe ne sombre pas au cours des 7 dernières journées de championnat, on reverra peut-être les Girondins l'an prochain en seconde division. Fin de ce 19-20, notre invité demain sera Yves Simon pour son nouveau recueil de nouvelles. Prochain rendez-vous avec la rédaction à 21h53 très exactement, soir 3 présenté par Marc Hautement. Et dans un instant, le temps avec Michel Touré. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir.